C'est parti pour ce nouveau numéro du magazine économique concret. Nous recevons pour vous, pour ce nouveau numéro, nous recevons le professeur Didier Kilondo, qui est au fait docteur en études et développement de l'Université catholique de Louvain. Avec lui, nous allons parler de cette grande question. Quelles sont les conséquences économiques face à cette pandémie Covid-19? Professeur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Non, ça va. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez que Covid-19 est une réalité? Oui, personnellement, il est temps de pouvoir le faire comprendre à la population congolaise que cette maladie, elle est réelle. Elle est réelle parce que nous voyons au moins ce qui se passe à travers le monde, à travers les chaînes de télévision. Nous voyons combien de morts on est en train d'enregistrer dans plusieurs pays, en commençant par la Chine, et puis ça s'est répandu à travers l'Europe et les États-Unis. Donc c'est quand même catastrophique ce qu'on voit sur les chaînes de télévision. Cette maladie, elle est réelle. Peut-être qu'il y en a des Congolais qui hésitent à le croire parce que certains disent qu'on ne montre même pas les malades à la télé, on ne nous montre même pas ceux qui sont décédés, mais évidemment on ne peut pas les montrer à la télé parce que ça prend aussi effet sur l'éthique. On ne peut pas montrer les gens qui sont malades à la télé ou les gens qui décèdent. Même aux États-Unis, en Italie on a vécu ça, on ne montrait que les cercueils pour aller peut-être les inhumer ou les enterrer. Mais sinon, la maladie est réelle, il faut vraiment faire attention, suivre les recommandations des autorités, tant nationales que provinciales, sur les gestes barrières à pouvoir, il faut respecter, c'est cela. Donc la maladie est réelle. Aujourd'hui, lorsqu'on observe notre pays, la République démocratique du Congo, qui a une politique extravertie, une politique qui se tourne plus vers l'extérieur, je pense, c'est ça l'économie extravertie, et qu'on sent qu'au niveau du monde, tout est bloqué. Comment voyez-vous les choses face à cette situation d'une économie extravertie? Quand on dit économie extravertie, le cas typique du Congo, c'est une économie qui est basée sur l'import-export. L'import-export de quoi? C'est l'un des rares des pays au monde qui produit ce qu'il ne consomme pas et qui consomme ce qu'il ne produit pas. Nous devons faire des importations pour la consommation, pour la production, et nous faisons aussi des exportations. Des exportations, malheureusement, c'est plus concentré sur les produits miniers. Pour 2017 et 2018, 90% de nos exportations venaient du secteur minier. Alors, donc il n'y a plus que presque ces secteurs-là qui continuent à exporter. Tous les autres secteurs étaient soit détruits, soit connus des ralentissements qui font que nous sommes obligés d'importer presque tout, même notre consommation, en allant même aux tiges coton. Au coton-tige si vous voulez, ou bien au cure-dent, même l'eau minérale est importée, les jus de fruits. Donc tout cela a de l'effet sur notre économie. Alors comment ce Covid-19 peut affecter notre économie? Premièrement, comme je viens de vous le dire, la majorité de notre exportation est basée sur les produits miniers et le plus grand importateur de produits miniers actuels de la RDC, c'est la Chine. La Chine elle-même a connu près de 21% des chutes de la croissance économique, de la production industrielle, ce qui fait qu'elle-même a déjà des problèmes. Il y a un ralentissement de l'activité économique. Comme la Chine, vous le savez, je l'espère, est la deuxième puissance économique mondiale, la Chine participe pour près de 16% au PIB mondial. Alors quand la Chine est malade, c'est toute l'économie mondiale qui doit en être affectée. Les effets primaires, c'est quoi? Les entreprises ou les opérateurs économiques qui sont affectés en Chine, qui importent nos produits, vont ralentir les importations. Parce que vous avez vécu, d'abord on a fermé les frontières et puis par après on dit bon, on peut libérer seulement les marchandises, les produits, cela aura de l'impact. Et comme cette crise, qu'on appelle d'ailleurs pandémie, parce qu'à travers le monde, elle affecte tout le monde entier, disons,
Comme cette crise affecte l'activité économique, il y a une crainte, on appelle ça une psychose économique, qui fait que les détenteurs de certains capitaux auront peur d'investir parce qu'on ne connaît pas et ça devient une certaine incertitude pour l'avenir. On ne sait plus investir. Et sur le plan, selon les rapports du FMI, du dernier avril 2020 ici, il y a près de 90 milliards de capitaux qui sont retirés dans certains pays émergents et pré-émergents. Et cela a de l'effet sur les investissements. Et vous savez que nous sommes plus dépendants de l'importation pour notre consommation et nous sommes aussi dépendants des flux financiers pour les investissements au pays. Alors quand ces investissements connaissent déjà certaines affectations par rapport aux effets de cette crise, cela va réduire aussi les investissements qui viennent au Congo. Cela va demander à l'État de faire encore des incitations pour attirer de nouveaux investissements. Ce n'est pas maintenant, il faut que l'on arrive d'abord à maîtriser cette crise pour que la situation redevienne un peu normale et qu'on lance maintenant ce qu'on appelle des politiques de relance. Peut-être que vous avez expliqué, il faudrait que l'État se batte maintenant pour trouver d'autres investissements. On peut dire que l'année 2020, c'est une année déjà perdue d'avance. Comment vous voyez les choses? Est-ce que pour que l'État congolais relance les investissements, d'autres investisseurs qui peuvent venir à la rescousse de l'économie de la RDC, est-ce que vous pensez que ça va prendre 2 mois, 3 mois, ou il faut oublier pour voir le calendrier comme il se donne en 2021? Comment vous voyez les choses? Disons que tout dépend d'abord de la maîtrise de la propagation de cette pandémie. La première des choses, c'est de maîtriser d'abord la propagation, que ça ne continue plus, qu'on commence quand même à réduire le nombre de nouveaux atteints. Alors, est-ce que cela peut arriver d'ici fin mai, d'ici fin juin? Sait-on jamais. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au deuxième semestre de 2020. Alors, si on peut arriver à maîtriser cette pandémie jusque vers le novembre-décembre, avant la fin de cette année, peut-être il y aura des lueurs d'espoir pour une reprise vers le premier ou le deuxième semestre 2021. Mais pour 2020, c'est parti, il n'y a plus rien à faire, c'est une récession. C'est une récession aux alentours de 3%. C'est une récession aux alentours de 3%. C'est une récession, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y aura crise, oui. Il y aura crise. On peut s'attendre à cela. Que faire, puisque nous sommes face à une situation où les gouvernants congolais ne s'y attendaient pas, les gouvernants africains ne s'y attendaient pas, les gouvernants au niveau international ne s'y attendaient pas. Comment vous voyez les choses? Je reviens en RDC, puisque nous sommes en RDC. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il y a déjà assez de taxes que le peuple congolais a l'habitude de payer. Je prends un cas, nous avons l'IPR. L'IPR qui est au fait l'impôt professionnel, je pense, sur le revenu professionnel IPR. Est-ce que vous pensez, il y a eu des mesures d'allègement pour qu'au fait les mois d'avril, de mai ne souffrent pas de l'IPR, que ceux qui sont salariés, qui puissent avoir leur salaire sans qu'on déduise l'IPR? Est-ce que tel que ça se présente, tel que vous voyez les choses, est-ce qu'on doit continuer avec cela, éliminer plusieurs taxes pour que le peuple congolais arrive à vivre, ou sinon il faudrait, comme on dit, la loi est dure, c'est la loi, il faudrait qu'on continue à payer certaines taxes. Là je ne parle que de l'IPR, vous savez qu'il y a plusieurs taxes, je prends également l'impôt foncier, je prends également pour la TVA, pour les opérateurs économiques, il y a la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Comment ça va se passer? Nous sommes dans une situation qui a l'air d'être un peu sombre, ou qui peut-être deviendra encore plus sombre. Alors, avant de répondre à cette préoccupation, j'aimerais peut-être faire comprendre les mécanismes. Ok, c'est important. La pandémie Covid-19, sur le plan économique, c'est un choc externe. Donc, notre économie subit un choc externe. Ce n'est pas venu de l'intérieur, c'est exogène. Alors, comme il y a Covid-19, cela réduit les investissements, comme je venais de le dire. Cela réduit les commerces.
le volume de commerce diminue. Du fait qu'on a fermé les restaurants, du fait qu'on a fermé certains magasins, du fait qu'on a fermé les frontières, donc il y a diminution des vols. Même les entreprises de transport aérien sont aujourd'hui aussi touchés par cette crise. Ça réduit le commerce. Et tout cela aura comme impact la réduction de notre PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui est la sommation de tout ce que les pays, tout ce qui a été produit au pays, hein, que ce soit par les entreprises nationales ou par les entreprises étrangères qui sont implantées chez nous. Toute cette production, c'est ce qu'on appelle le PIB. Et quand on calcule l'évolution de la production de cette année par rapport à une autre année suivante ou de une année antérieure, on tire un taux qu'on appelle taux de croissance. C'est par là qu'on parle de la croissance économique. Alors, cette affectation de la croissance économique aura aussi des effets. Ça va avoir des effets sur l'emploi. On a appris qu'il y a certains services où on fait les roulements. Certains travaillent les jours pairs, d'autres les jours impairs, service minimum. Il y a diminution de l'emploi. Diminution de l'emploi a comme effet diminution des revenus. Et comme il y a diminution des revenus, directement quand le PIB diminue, ça a de l'impact sur l'espace fiscal de l'État. Les recettes de l'État diminuent parce que la croissance aussi diminue. Et quand les recettes de l'État diminuent, ça aura aussi de l'impact sur les charges sociales que l'État doit supporter. Ces charges-là, l'État, c'est-à-dire, va avoir ses capacités réduites de pouvoir prendre en charge les prestations sociales. Et cela aura de l'effet sur la politique monétaire, la politique d'échange. Comme la production, le PIB a diminué, cela aura des effets sur, comme je l'ai dit, il y a d'abord diminution du commerce, des effets sur notre balance de paiement. La balance de paiement, c'est le document qui essaie d'enregistrer tout ce qu'il y a comme sortie et entrée sur le plan économique. Il y a balance commerciale, balance de capitaux, transferts unilatéraux, ainsi de suite. Et cette affectation de la balance de paiement, surtout par les soldes, surtout la balance commerciale et les transferts de capitaux, ce solde-là va affecter nos réserves d'échange. Comment nous avons des monnaies étrangères qu'on appelle devises dans notre économie nationale? Il faut exporter et cette exportation va générer des recettes en devises. Et c'est ces devises-là que nous détenons pour constituer premièrement la réserve d'échange. La Banque centrale doit avoir des réserves d'échange, que ce soit en devises ou en or. Ça doit constituer nos réserves d'échange. Et lorsque cette diminution de l'activité économique affecte les soldes de la balance de paiement à travers la balance commerciale et les transferts de capitaux, cela diminue aussi nos réserves d'échange. Ce qui fait que notre Banque centrale ne sera plus en mesure de pouvoir intervenir de manière efficace sur les marchés d'échange. Et les effets continuent. Et comme la Banque centrale n'aura plus assez de réserves, cela va affecter les taux d'échange sur le marché. Déjà, les taux... Nous sommes en train de vivre déjà une certaine spéculation en ce qui concerne le taux de change. Ça signifie on se réveille le matin, on vous dit $1 c'est à 1800 francs. Après demain, on vous dit c'est à 1850. On le vit déjà, professeur. Alors comme on n'exporte plus assez, comme il n'y a plus assez de réserves, donc cela va affecter le volume de la masse monétaire en francs congolais et en dollars. Donc on aura à un moment plus de francs congolais et moins de dollars. Cela va affecter le taux d'échange. C'est ce qu'on commence déjà à vivre ici. Et cela aura encore des effets sur quoi? Sur la situation, la dégradation de la situation socio-économique, c'est-à-dire le standing de vie des gens. Déjà au départ, la majorité de la population vit dans la précarité. C'est au jour le jour. Il faut sortir pour trouver quelque chose, pour gagner son pain, comme on peut le dire de manière simple. Alors, quand il y a confinement, les gens ne sortent pas, ne travaillent pas non plus. Déjà, les familles étaient vulnérables. On leur impose encore ces recroquevillements dans la maison. Cela va encore diminuer, c'est-à-dire atténuer leur capacité de pouvoir survivre. Et cela peut dégrader leur situation. C'est comme ça que ça se passe. Alors, comment on voit maintenant par rapport à cela les perspectives de pouvoir sortir de cette crise? Comme je vous l'ai dit, ça dépend de la posture que peuvent prendre les autorités politiques. Souvent, ça dépend, bien sûr que oui. Ça dépend de la posture. Souvent, il y a deux scénarios, ou deux scénarios plutôt, qu'on peut présenter. Le premier scénario, c'est de dire, est-ce que les autorités sont conscientes
des effets économiques engendrés par le Covid-19. Si elles sont conscientes, est-ce que par rapport à cela, elles adoptent un nouveau comportement en termes de la gestion des dépenses publiques, en termes des sorties? Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, deuxième scénario, c'est que les gouvernants sont conscients. Ils se disent, voilà, il y a la crise, nous devons réduire notre standing de vie, notre mode de comportement. J'ai appris que dans certains pays, on a divisé même les salaires pour certains fonctionnaires. Surtout les hauts placés, on a divisé les salaires. Donc il y a des actions comme ça à prendre, mais tout dépend de la posture du gouvernant. Alors si nous prenons maintenant la première posture, donc il faut d'abord... De la limitation des dépenses. Limitation des dépenses. Alors, limitation des dépenses, il y a aussi notre problématique qui va se poser. Comme c'est une pandémie, c'est-à-dire c'est une crise sanitaire, mais qui aura des implications, des répercussions sur la condition socio-économique, d'où, première chose à faire, c'est de sauver les vies. Si le gouvernement est conscient, il doit sauver les vies. Comment sauver les vies? Sauver les vies humaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mesures à prendre, notamment celles que qui nous sont relayées chaque jour, chaque minute à la télévision, à la radio, même dans les appareils téléphones, lorsqu'il y a appel, on nous rappelle toujours les actes à prendre. Alors l'État doit sauver les vies en prenant des précautions. Cela demande l'augmentation des dépenses sanitaires. Il faut construire des hôpitaux, il faut préparer des salles pour accueillir les malades pour que ça ne se propage pas. Ce qui fait, c'est l'augmentation de charges. Alors que nous avons dit qu'il y a diminution, des recettes de l'État. Mais il y a augmentation des charges. Ah, voilà. Et l'augmentation de charges, sanitaire d'abord, les conséquences économiques. Ça va demander à ce que le gouvernement ait des moyens, que le gouvernement ou les gouvernants puissent générer d'autres revenus supplémentaires. D'où, tel que vous voyez les choses, vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas politique, vous êtes économiste. Tel que vous voyez les choses, comment le gouvernement peut-il s'y prendre pour qu'au fait, ces dépenses supplémentaires, ces charges liées au fait à la crise sanitaire soient effectivement, respectées ou engagées? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Parce qu'on a en ce moment aussi une assiette qui est vraiment diminuée, qui n'est plus la même assiette des années antérieures. Comment le gouvernement va s'y prendre? Est-ce qu'il faut lancer l'appel? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des dons? Est-ce qu'il faudrait que ceux qui se disent être, entre guillemets, riches en RDC, parce que déjà même la notion de la richesse en RDC, c'est un problème. Vous le savez, je pense que pour qu'on parle de riches en RDC, je ne sais pas c'est à quel pourcentage, mais si on doit se fier à ce que nous voyons, on peut dire, bon, s'il y a des riches en RDC sur toute la population, on peut avoir 1% ou 2% de ceux qui sont des riches. Est-ce qu'il faut faire appel à cela? Comment vous voyez les choses? Mais on a déjà vécu ça avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait un appel à la solidarité nationale. Alors, il a fait appel à la solidarité. Donc il y aura plus cela. Je sais que l'État déjà lui-même a passé plusieurs moments assez difficiles pour pouvoir réunir ne fût-ce qu'une somme équivalente au budget de l'État. Vous avez vu, vous-même, vous avez suivi, à un certain moment, on a préconisé un budget de 10 milliards de dollars. Après, finalement, on dit, bon, on ne saura plus aller là-bas, peut-être on va revoir à la baisse. Donc l'État, déjà, lui-même, a des difficultés pour pouvoir réunir, canaliser toutes les recettes vers les comptes du Trésor afin de pouvoir faire face à toutes ces dépenses-là. D'où vous soutenez l'idée de l'appel de fonds, c'est ce qui a été lancé, le fonds de solidarité pour soutenir cette pandémie. Et cet appel de fonds de solidarité ne sera pas que national, c'est un appel de fonds de solidarité nationale et
international. Les pays avancés doivent aussi aider les pays pauvres pour pouvoir sortir de cette crise. De nous-mêmes, on ne saura pas. De nous-mêmes, on ne saura pas. Il faut, alors, il faut cet appel-là. Il y a beaucoup de gens qui sont fortunés ici. Ils peuvent, par amour. Beaucoup de gens qui sont fortunés. Il y en a beaucoup. Oui. Vous suivez quand même Mais moi, je donne vous suivez quand même l'actualité au Congo. Il y a des millions de dollars qui sont placés dans certains comptes des enfants, des beaux-frères, des belles-sœurs. C'est que l'argent, il y a quand même au Congo. N'entrons pas sur ces débats comme le procès est en cours. Disons seulement qu'il y a des gens qui peuvent faire des dons. On a vu certains de nos compatriotes qui jouent au foot à l'étranger. Par moment, ils font des dons ici au pays. On a suivi, ça se passe aussi ailleurs, on a suivi les joueurs Lionel Messi qui a fait des dons dans 2 organisations dans son pays pour pouvoir... Il y a aussi le basketteur Bismarck oui, qui a fait un don également. C'est vraiment un moment qui nous appelle à des changements de comportement, à nous reposer certaines questions sur l'avenir de demain, sur l'avenir du monde. Et puis, ceux qui ont un peu d'argent peuvent répondre à l'appel du chef de l'État, c'est quand même bien. De nous-mêmes, on ne saura pas. De nous-mêmes, on ne saura pas. Parce qu'il y a diminution des recettes fiscales. Et cette diminution est aussi due, non seulement par la diminution des activités économiques, mais aussi due par le certain relâchement que l'État a fait. Par exemple, vous avez cité l'IPER. Pour ces 2 mois ici, je crois qu'on a dit qu'on doit... on ne doit pas retenir. On doit pas retenir. 2 mois pour que l'IPER ne soit pas retenu. Mais après le 2 mois, je pense qu'on va revenir à l'ancien système où il faudrait qu'on retienne l'IPER. Ce sont des mesures conservatoires qu'on peut prendre pour essayer de soulager la population. Pour soulager la population, on peut réduire ou bien annuler certaines taxes pour certains pans, par exemple pour quelques périodes. Il faut noter aussi que l'État a pris en charge les dépenses de consommation en énergie électrique et hydraulique, SNEL, Régie des eaux. Il faut noter qu'il y a autant de décisions que l'État a prises. Mais ça aussi, c'est pour 2 mois. Pour 2 mois. Alors maintenant la question, puisque nous sommes avec vous, vous êtes économiste, vous avez très bien dit que cette situation, vous pensez que la situation peut être bien gérée, c'est la manière dont on va gérer la propagation, mettre fin à la propagation du Covid-19, mais vous pensez que les choses peuvent redémarrer comme il se doit, ce n'est qu'en 2021. Donc 2020, c'est avec beaucoup de tâtonnements. C'est comme ça que vous voyez les choses en tant qu'économiste. Ce que je disais, selon mon point de vue, je ne vois pas une reprise au moins au courant de cette année. Parce qu'il y a déjà un grand effort à fournir pour maîtriser cette pandémie. Oui, mais non. Diminuer les charges que cette pandémie a augmentées. Ok. Diminuer les charges que cette pandémie a augmentées. Est-ce que vous ne pensez pas, économiste, professeur, docteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, la RDC, qui est notre pays, qui est votre pays, la RDC pouvait ne pas dire que nous allons dans un état d'urgence. La RDC pouvait ne pas dire nous n'allons pas faire comme les autres, parce qu'il y a des pays qui ont refusé carrément de faire le confinement. Il y a des pays qui ont refusé carrément de prendre des mesures qui sont tellement extrêmes, parce que ces pays se sont rendus compte que nous n'avons pas assez de moyens financiers pour faire face à la gestion de la pandémie Covid-19. Quand je parle de la gestion, je prends tous les aspects, parce qu'avec vous, nous évoquons l'aspect économique. Et cet aspect économique découle au fait de tout ce que nous avons comme problème sur le plan de la crise sanitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que la RDC pouvait faire aussi comme les autres, en disant, bon, c'est vrai qu'il y a une pandémie, mais il y a des mesures que nous ne savons pas prendre, compte tenu de la précarité de la vie au quotidien du peuple congolais, qui déjà, en RDC, on vit un chômage déguisé. Donc, quand quelqu'un, pour vivre, pour avoir du pain, il faut sortir. Donc, on a un chômage déguisé. Tout le monde n'est pas salarié. Votre point de vue?
Ce serait un suicide. Ça serait un suicide, si oui. l'État n'a pas pris des mesures conservatoires, notamment l'état d'urgence. Si vous regardez bien l'évolution de cette pandémie ici au Congo, elle est quand même appréciable par rapport à d'autres pays. Je ne dis pas que le Congo, c'est le pays où il y a eu le moins de cas contaminés. Non. Mais regardez seulement l'évolution. Depuis qu'on a fermé les frontières, parce que souvent, enfin pas souvent, les cas que nous avons connus sont des cas importés. Ce sont des gens qui se sont déplacés, qui ont amené ces cas ici. Alors, depuis qu'on a fermé les frontières, Lubumbashi, je ne sais pas si on a déjà dépassé 15. Non, On est dans les statu quo depuis qu'on avait dit 1, 10, si vous prenez les membres de famille de ces premiers cas détectés. Alors, ce qui fait que si ces mesures n'étaient pas prises, je ne sais pas à combien on serait aujourd'hui. Il faut voir l'évolution de l'Afrique du Sud. Dès ici chez nous, l'Afrique du Sud a plus de moyens que nous. Mais il faut voir les mesures qui ont été prises de manière stricte et formelle en Afrique du Sud, où il est même interdit de vendre la boisson et les cigarettes. Ici, on n'a vraiment pas connu ce qu'on appelle confinement. On a essayé pendant 2 jours à Lubumbashi, et puis l'autre jour, on a même un peu relâché. Mais à Kinshasa, par exemple, pour la commune de Gombe, il faut demander aux gens qui sont là. Le confinement, quand on parle de confinement, c'est vous restez à la maison. Alors, je vous ai dit que la population congolaise, pour la plupart, ont vu au jour le jour. Rester à la maison pendant 10 jours ou 20 jours, ce n'est pas une mince affaire. Mais la vie n'a pas de prix. Je pense, je salue d'ailleurs la décision prise par les autorités congolaises de l'état d'urgence. Je salue ça. Parce que sinon, on serait surtout nous, par exemple, au niveau de l'université, au niveau des écoles. Il suffit qu'un élève soit contaminé, imaginez la suite. Comment ils jouent pendant la récréation, comment ils sont confinés dans les salles de classe depuis que l'État avait décrété la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Il faut voir, dans l'enseignement primaire d'abord, il faut voir dans certaines écoles, disons, publiques, comment les élèves sont entassés dans les salles. Alors il suffit qu'un d'eux soit contaminé, il faut imaginer la suite. Donc, pour vous, c'est une décision salutaire qui a été prise, l'état d'urgence. Il était important que la RDC se retrouve en plein état d'urgence face à cette pandémie Covid-19. Mais l'État congolais n'a pas vu. C'est vrai que vous avez également épinglé les mesures d'accompagnement, mais on a un problème qui est réel, les taxes. Vous venez de parler de l'IPR. Mais il y a d'autres taxes en dehors de l'IPR. Il y a la TVA pour les opérateurs économiques. On a donné, je pense, 2 mois aussi aux opérateurs économiques. Or, vous venez d'épingler ici, clairement, vous avez dépeint le tableau, que le tableau était sombre pour l'année 2020. Ces opérateurs économiques, après les 2 mois qui ont été donnés par le gouvernement, et comment ça va se passer si le gouvernement reprenait pour demander aux opérateurs économiques la TVA, qui doivent continuer ou reprendre à prélever la TVA pour verser à l'État congolais? Comment ça va se passer? Et la même population, nous avons plusieurs taxes que la population paye de temps en temps. Nous avons l'impôt sur l'impôt foncier, nous avons, ce qui concerne par exemple les véhicules, il y a toujours des vignettes, il y a toujours des taxes, comment on appelle ça, de stationnement, il y a toujours des frais que nous payons. Cette population, aujourd'hui, se retrouve face à la crise, qui n'est pas une crise voulue par la population. Une crise qui n'est pas seulement nationale, qui est mondiale. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à l'heure d'aujourd'hui, que l'on dise que bon, il faut oublier d'abord ces taxes jusqu'à la fin de l'année? Si on vous posait la question en tant qu'économiste, proposer une piste de solution également à ceux qui gouvernent non seulement la province du Haut-Katanga, mais aussi le Congo en général. Qu'est-ce que vous allez proposer? Parce que la crise, elle est là. J'espère que je l'ai dit tantôt. L'État a besoin des ressources. Des ressources. Ok. Il y a aussi
un problème aujourd'hui sur le taux de change. Dans ces attributions aussi des prestations sociales, il doit tenir compte aussi de la situation économique, il doit tenir compte des conditions socio-économiques de sa population. Alors, l'État prend une décision. Pendant des mois, on ne perçoit pas ce type de taxes. Elle sait comment elle peut récupérer. Donc, quand on dit pendant des mois on ne perçoit pas, tout celui qui bénéficie de cette taxe doit en faire bon usage. Parce que l'État ne peut pas dire, vous ne payez pas les taxes jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est la mort de l'État. De quoi l'État vit déjà? L'État ne vit que des recettes fiscales et parafiscales. C'est ça les revenus de l'État. Alors si l'État dit je ne perçois pas les recettes, alors qu'il est obligé de supporter certaines charges sociales. Je vous ai dit en termes de prestations sociales, il y a augmentation de dépenses sanitaires pour faire face contre le Covid-19. L'État doit dépenser. L'argent viendra d'où? C'est vrai qu'il y aura des donations qui vont venir parce que nous sommes affectés. Mais avant de compter sur les donations, on doit d'abord quand même mobiliser de sa propre force déjà une certaine capacité. C'est pourquoi je vous ai dit que l'État ne peut pas compter jusqu'à la fin de l'année. Ce sont des mesures qui sont prises pour une période pour permettre aux gens de souffler un tout petit peu. Parce que la situation est dure pour tout le monde, et les entreprises et les citoyens. Alors l'État doit de temps en temps essayer de voir comment alléger cette crise dans les chefs des entreprises, dans les chefs de sa population. En vous entendant parler, vous demandez la compréhension de part et d'autre. La compréhension et bien sûr que oui, tout le monde doit participer. Il ne faut pas croiser les bras et dire on attend l'État. Non, tout le monde doit participer. C'est pourquoi je vous ai dit que par ce canal-là, on peut aussi faire appel à la solidarité. Ceux qui ont un peu de moyens peuvent aider l'État aussi en donnant soit en monnaie, c'est-à-dire une participation en matière monétaire, ou bien en faisant des dons de certains matériels dont l'État a besoin, notamment les cache-nez, notamment les respirateurs. Il n'y en a pas, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de cas ici. Prenons les cas de la Chine, chaque jour il y avait combien de cas infectés? Et sinon on n'a que 30 ou 50 respirateurs. À moins qu'on trouve encore entre-temps d'autres issues pour dire que non, il n'y a pas que les respirateurs, on peut aussi contourner les respirateurs par tel type de produit, tel type de... Tout cela dépend de l'évolution de l'analyse de cette maladie. Tout dépend de l'évolution de l'analyse de cette maladie. Fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, je rappelle que nous recevons dans ce plateau de l'RTNC Katanga, nous recevons le professeur Didier Kilondo. Avec lui, nous sommes en train de faire une analyse de ce qui se passe en ce qui concerne Covid-19, les conséquences économiques, les conséquences sur le plan économique de cette pandémie. Professeur, je reviens à vous. La question c'est également autour, vous avez bien énuméré au début que la RDC, de par cette économie extravertie, vous avez très bien énuméré comment ça se passait en ce qui concerne les minéraux en RDC, parce que disons, nous avons des capitaux plus avec la vente ou l'exportation, l'importation des minéraux. À ce jour, comment voyez-vous les choses pour que ceux qui restent encore, qui sont des entreprises minières, qui ont encore accepté de continuer à évoluer en RDC, comment vous voyez leur futur, comment ça va se passer avec cette pandémie, comment ça va se passer? Pour les entreprises minières, bon, tout dépend de la politique de chaque entreprise. Lorsque le coût commence à devenir un peu exorbitant par rapport aux recettes, lesquelles les recettes ne peuvent être générées que lorsqu'il y a eu production et il y a eu exportation. Si l'entreprise trouve qu'il y a augmentation des coûts, des charges, alors qu'il y a diminution de la production ou diminution des exportations, pour rester dans sa profitabilité, c'est-à-dire pour garder les profits, l'entreprise peut diminuer les charges de production. Et parmi la diminution des charges de production, il y a une des mesures qui consiste à mettre certains agents en congé technique. C'est-à-dire rester un peu chez vous, on fera appel à vous quand la situation va s'améliorer. Il ne faut pas que nous soyons des prophètes des malheurs. C'est une crise, elle va passer. Dans l'évolution économique du monde, il y a eu des crises.
Et on s'en est sorti avec autant de mesures qui ont été prises en termes de reprise économique. On a connu une crise en 2008-2009 qui était financière. Les entreprises ici, il y en a certaines qui avaient fermé, d'autres aussi ont mis les agents en congé technique, et puis il y a eu reprise. En économie, on appelle ça des cycles. Il y a des fluctuations économiques qui font sens des cycles. C'est ça même l'évolution économique normale de la vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Et en économie, on appelle ça des cycles économiques. Il y a un essor qui peut aller à l'expansion. L'expansion, on trouve un pic où l'activité devient tellement abondante et cela va amener des hausses des prix et hausses des prix, récession, dépression. Mais quand vous regardez, vous jetez un regard rétrospectif dans l'histoire économique mondiale, après la récession, la dépression, il y a toujours une reprise. Il y aura reprise. Déjà, on a vu ça avec la Chine. Je vous ai dit que beaucoup d'entrepreneurs, de capitalistes ont retiré leur masse monétaire dans certains pays émergents. Et la Chine a fait quoi? La Chine a acheté des actions des Occidentaux qui ont retiré leurs actions. Aujourd'hui, la Chine commence à reprendre petit à petit. Sait-on jamais, il y en a qui prédisent que la Chine avait prédit qu'il y aura crise et que la diminution de l'économie mondiale donnera une opportunité à la Chine de pouvoir devenir la première puissance économique mondiale. Ce sont des prédictions, attendons voir ce qui va se passer. Donc la Chine commence à reprendre. Il en va de même avec l'économie congolaise. Comme je vous ai dit, ça dépend de la posture du gouvernement. Si le gouvernement prend conscience et change de comportement dans la gestion budgétaire, on peut essayer d'entrevoir une reprise, parce que c'est à l'État aussi d'améliorer le cadre macroéconomique pour encore inciter de nouveaux investissements. Après qu'on ait maîtrisé cette pandémie, il faut qu'il y ait encore des investissements pour la reprise. Sinon, on va encore aller jusqu'à la dépression. Comme c'est encore une récession, on peut encore inciter d'autres investissements de l'extérieur. Et aussi, l'État peut participer à cette reprise en faisant des subventions à certaines entreprises qui seront vraiment les plus affectées. C'est un rôle aussi dévolu à l'État de pouvoir subventionner. De subventions. Aux entreprises qui seront affectées. Vous croyez que l'État congolais peut faire des subventions aux entreprises? Pourquoi pas? Quel est cet État qui n'a jamais fait de subventions? Vous êtes sûr? Certains. Certains. Oui. En tant qu'économiste. Oui. Connaissant les réalités de la RDC. Je connais les réalités de la RDC. Ça dépend de la posture du gouvernement. Ça dépend. Alors quand vous parlez de la posture du gouvernement, vous parlez plus de la bonne volonté du gouvernement. Oui, il y a la bonne volonté, il y a aussi un devoir. Quand vous avez accepté d'accéder au pouvoir, ce n'est pas pour vous enrichir, c'est pour servir les pays. Et si vous voulez servir les pays, il faut en avoir les moyens. Donc vous, c'est encore possible, Très possible. Qu'on ait des subventions. Savez-vous combien d'argent l'État congolais perd dans ces régies financières et qui entre dans les poches des individus? Dans les régies financières? Oui. Au FIDA, DGDA disons, DGI, DGRAD. Vous prenez FONER, les offices de l'État. Vous savez combien d'argent que l'État perd? Donc pour vous, c'est possible? C'est possible. Il suffit d'instituer seulement une direction ou bien un office anticorruption. On va récupérer l'argent. L'État a les moyens. Mais nous sommes dans la province du Haut-Katanga, nous sommes en train de chuter déjà pour ce numéro d'aujourd'hui concret. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui dirigent la province du Haut-Katanga? Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez dit que l'État décharge, ce qui est vrai, pendant cette période de pandémie, mais il y a aussi un non-dit, parce que dans les mesures, vous êtes économiste, est-ce qu'il est important que l'État se dise « je peux réduire également les salaires des travailleurs, des agents ». Est-ce que pour qu'on trouve une solution face à cette pandémie, mais aussi face à cette crise économique, est-ce qu'on peut réduire les salaires des agents? Votre point de vue, et nous sommes en train de chuter déjà. C'est une solution plausible de réduire ou de payer la moitié des salaires, de réduire les salaires. Mais l'autre paire de manches, c'est de dire, vous allez réduire les salaires de celui qui touche combien?
Okay, il y en a qui touchent 100 000 francs congolais. Oui, du 1er au 30, 50 000. Déjà 100 000 francs congolais, c'est insignifiant. Alors, c'est une solution plausible, comme je l'ai dit, mais on peut à ce moment-là essayer de détecter les gros revenus. Ceux qui gagnent des gros revenus, par exemple les parlementaires, les députés, on peut réduire de moitié leur salaire, leur émolument. Dans les députés, il y a les députés, les ministres provinciaux, oui, les gens qui touchent de gros salaires, c'est à ceux-là qu'on peut, on peut s'adresser à ceux-là. Mais pas pour les petits peuples. Déjà, ils ne vivent pas assez bien déjà avec ça. Si on réduit encore, même si la Bible dit, à ceux qui n'ont pas, on va retirer même les peu. Nous sommes en train de finir, professeur Didier Kilondo. Quel est votre mot de la fin? Les conséquences, nous avons parlé avec vous sur les conséquences économique ou sur le plan économique face à cette pandémie Covid-19. Votre mot de la fin? Le mot de la fin est que il faut être certain que la crise vient. On n'est pas encore en crise. La vraie crise vient après. On n'est pas encore en crise. C'est-à-dire on est en train de voir des perturbations, de fluctuations économiques. Il y aura une récession. C'est déjà parti pour 2020. Alors maintenant 2021 dépendra des mesures que nous allons prendre pour entrevoir l'avenir. Par rapport à cette crise, comment on peut faire? Il y a une question de reprise économique. Que les gens reprennent l'emploi. Que les gens reprennent du travail. Et si les gens reprennent du travail, ils auront des revenus. Avec les revenus, ils vont consommer. Et cela a de l'effet sur la demande nationale. Alors, les investissements vont aussi en fonction de la demande nationale, en fonction de ce qu'on avait appelé les multiplicateurs keynésiens. Plus il y a augmentation de la demande, plus les investissements vont essayer encore de produire davantage pour répondre à cette augmentation de la demande. Donc, prise de conscience des gouvernants, il y aura la crise. Prenons maintenant des mesures pour essayer d'avancer la reprise économique pour atténuer ces effets de la crise. Pour atténuer ces effets de la crise, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Didier Kilondo. Fidèles utilisateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons merci, vous qui avez choisi cette chaîne, votre chaîne, notre chaîne, pour en savoir plus. Dans ce magazine économique concret, nous vous disons merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'était un plaisir. Fidèles utilisateurs, je vous dis bye bye et à la prochaine.